informations sur le Bureau des enquêtes indépendantes par la Coalition contre la répression et les abus policiers. Je cède la parole à Alexandre. We're gonna start. Oui. Hey. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Mon nom est Alexandre Popovich, je vais donner un atelier sur le Bureau des enquêtes indépendantes. Vous m'entendez bien? Ouais? All right. Petite mise en contexte historique, comme entrée en matière. Le 12 août 1978, et oui, je vais remonter jusqu'à là, il y a un jeune de 18 ans qui s'appelle Richard Charest, qui a été retrouvé pendu dans une cellule de la police de Québec. L'affaire a fait soulever beaucoup d'émotions, d'indignation, plus particulièrement lorsque le public a été informé que c'est la police de Québec qui a enquêté sur la police de Québec. Et là, allô? Et là, il y a quelqu'un au gouvernement du Québec qui s'est réveillé et qui a dit « Oui, c'est vrai que ça inspire pas beaucoup confiance. » Alors, ils ont décidé de mettre en place ce qu'ils appellent une politique ministérielle. Et la politique ministérielle qui a été mise en place prévoit que lorsqu'une personne perd la vie dans un poste de police, on demande à un autre corps de police d'enquêter sur le corps de police où la personne est décédée. Alors, ce système-là se met en marche jusqu'au 11 novembre 1987. Ce jour-là, Anthony Griffin, jeune homme d'origine jamaïcaine âgé de seulement 18 ans, est arrêté par la police parce qu'il est embarqué dans un taxi et il n'y avait pas d'argent pour payer. Les policiers arrivent, Alan Gossett et Kim Campbell, une jeune policière. Alan Gossett, policier blanc qui vient d'être condamné au civil pour une affaire de brutalité policière à caractère raciste. Ils ont battu un homme originaire du Ghana tellement fort qu'il a perdu la vue pendant un certain temps. Et donc, Alan Gossett embarque le jeune Anthony Griffin, ne le menotte même pas. L'embarque non pas parce qu'il n'y avait pas d'argent pour payer le taxi, mais parce qu'il y avait un mandat d'arrestation émis contre lui parce qu'il ne s'était pas présenté à la cour pour une espèce de petite histoire, de petite niaiserie, de whatever. Il arrive au poste de police. Anthony Griffin sort du véhicule, se met à courir en direction du poste de police. L'agent Alan Gossett sort son arme à feu, pointe son arme à feu sur Anthony Griffin, lui dit « Arrête sinon je fais », et il tire. Une balle dans la tête, dans le stationnement du poste de police. Et à ce moment-là, la question qui se posait, c'était est-ce qu'on applique la politique ministérielle ou pas? Hein? Et donc, la police de Montréal, ils ont dit ben non, parce que Anthony Griffin, il est mort, non pas à l'intérieur du poste de police, mais il est mort dans le stationnement. Donc, la police de Montréal va enquêter sur la police de Montréal, inquiétez-vous pas. On apprend par la suite que les deux policiers n'ont jamais été séparés, que l'enquête c'est comme une grosse blague. Et l'année suivante, en 1988, la commission de police, qui est l'ancêtre du commissaire à la déontologie policière, fait une petite recommandation au gouvernement en disant, ben écoutez, la politique ministérielle, dans le fond, on devrait l'étendre à tous les décès qui surviennent durant des interventions policières, peu importe que ce soit dans le poste de police, dans le stationnement, sur la route, voilà. Donc, le ministère de la Sécurité publique donne suite à cette recommandation-là en 1989. Entre-temps, en Ontario, la province voisine, en Ontario aussi, il y a plusieurs bavures policières qui se déroulent à la fin des années 80. Plusieurs hommes noirs qui tombent sous les balles de la police. La population est de plus en plus en colère. Les autorités deviennent de plus en plus nerveuses parce qu'ils voient que, à travers l'Amérique du Nord,
aux États-Unis, puis particulièrement, que quand il y a des hommes noirs qui sont abattus par la police, il y a des émeutes qui éclatent pendant des jours de temps. Et là, les gens, les autorités en Ontario, ils se disent, ben, là, il faudrait qu'on donne de quoi là, pour calmer les gens. Là. Alors, on va créer un organisme qui s'appelle Special Investigations Unit, le SIU, l'unité des enquêtes spéciales. Et donc, c'est le premier organisme du genre au Canada qui enquête sur la police lorsque un citoyen perd la vie aux mains de la police ou subit des blessures graves, ou même, eux autres, dès le début, il y avait dans leur mandat d'enquêter les crimes sexuels commis par les policiers. Donc ça, c'est Ontario, 1990. Je reviens au Québec. Au Québec, on continue d'avoir des bavures policières, on continue d'avoir des gens de la communauté noire qui sont surreprésentés dans les bavures policières à Montréal, Marcellus François, Trevor Kelly et beaucoup d'autres. Il y a des coroners qui font des enquêtes sur ces décès-là. Le coroner Yarovski, qui a enquêté sur le décès de Marcellus François, il fait des recommandations. Une des recommandations, il dit au gouvernement, ben, vous savez, ce serait peut-être une bonne idée qu'on mette fin aux enquêtes de la police sur la police. Pierre Trahan, aussi un autre coroner, il dit, oui, moi aussi, je trouve que le gouvernement devrait réfléchir à ça. La coroner Teresa Soro, qui a enquêté sur le décès de Trevor Kelly, elle aussi, on devrait penser à ça. Peut-être comme s'inspirer un peu de l'Ontario. Claude Corbeau, ancien recteur de l'UQAM, qui s'est fait confier la job de faire un rapport sur la déontologie policière pour trouver des façons de sauver de l'argent, parce que c'est Lucien Bouchard qui est le premier ministre, puis là c'est l'obsession du déficit zéro, etc., etc. Donc il fait un rapport pour dire oui, on peut faire ci et ça avec la déontologie policière, et à la fin il dit, ben, quand les finances publiques iront mieux, ben, on devrait peut-être aussi faire comme l'Ontario, puis avoir un organisme spécial, indépendant, soi-disant, pour enquêter sur les décès de citoyens au mains de la police. Et donc, tout ça, ça reste lettre morte. Il n'y a aucun suivi qui est donné à ça. Toute cette question-là, des enquêtes de la police sur la police, ça tombe complètement dans l'oubli. Il n'y a plus personne qui en parle. Jusqu'au samedi 9 août 2008. Je ne sais pas si cette date-là vous dit quelque chose. Le samedi 9 août 2008, il y a un policier qui s'appelle Jean-Loup Lapointe, policier du service de police de la ville de Montréal, qui patrouille à Montréal-Nord avec une jeune policière qui s'appelle Stéphanie Pilote. Elle a une année et demie de service, et lui, il a comme 5 années de service, et déjà, il se prend pour son coach. Hein? Jean-Loup Lapointe, ça, c'est une vraie police. Lui, c'est pas le genre qui rentre dans la police pour écrire des rapports. Lui, il rentre dans la police pour faire le maximum d'arrestations possible. C'est un policier qui patrouillait avec 2 paires de menottes sur lui. C'est un policier que quand il y avait un break, il passait au travers de son album photo, où il y avait comme toutes sortes de gens qui étaient fichés par la police pour voir, oui, est-ce que je pourrais arrêter lui? Est-ce que je pourrais arrêter lui? Donc, le samedi 9 août 2008, Jean-Loup Lapointe patrouille à Montréal-Nord, et il y a la jeune policière Stéphanie Pilote qui dit à Pilote, regarde, je vais te montrer c'est qui les gars de gang de rue dans le quartier 15. Lui, c'est un rouge, lui, c'est un ci, lui, c'est ça. Et Jean-Loup Lapointe est à la recherche d'action, visiblement. Alors, il se dit, je vais te montrer un spot où il y a comme, tu sais, du monde louche qui se tiennent. Donc, son autopatrouille, il conduit l'autopatrouille jusque derrière l'aréna Henri Bourassa, dans le stationnement. Et le stationnement est adjacent au parc Henri Bourassa. Bon, je sais, à Montréal-Nord, c'est Henri Bourassa longtemps, mais bon, je ne sais pas pourquoi, mais anyway. Il arrive dans le stationnement, l'autopatrouille, et là, il voit un groupe de jeunes racisés qui sont en rond. Et ça l'attire l'attention de Jean-Loup Lapointe. Jean-Loup Lapointe devient complètement focusé sur les jeunes racisés au point qu'il ne réalise même pas que sa partenaire, Stéphanie Pilote, est en train de lui dire oui, on est en train de recevoir un appel pour une plainte de bruit. Blablabla. Lui, il est juste comme focusé sur les jeunes racisés. Et à un moment donné, il se dit oh! Ils sont en train de jouer au dé. Hein? Ils sont en train de jouer au dé. C'est une infraction à la réglementation municipale de Montréal-Nord de jouer à des jeux de hasard sur la place publique. C'est une infraction extrêmement grave qui est passible d'une amende de 50 $. Donc, Jean-Loup Lapointe sort de son char, la jeune policière le suit. Et là, il voit que les jeunes se dispersent. Et là,
il pointe un des jeunes, puis il dit « Toi, viens ici, je t'ai vu jouer au dé. » Le jeune à qui il s'adresse s'appelle Danny Villanova. Danny Villanova s'avance vers le policier, puis il a comme les mains dans les airs comme pour s'exprimer, pour dire « Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis même pas en train de voter, je n'ai même pas d'argent sur moi. Okay? » Il est en train de s'ostiner avec le policier, comme on dit en beau. Et là, le policier, Danny Villanova est encore en mouvement, en train de marcher vers le policier, et le policier grab le poignet à Danny, le met dans le dos, la policière fait la même chose, amène Danny jusqu'au capot de la voiture de police, et là, POW! Le crash, le haut du corps sur le capot, ça fait un gros POW! Et à ce moment-là, on est samedi, le 9 août, le parc Henri Bourassa est plein de gens. Il y a des familles, il y a des jeunes, c'est comme si le parc est bondé, c'est une belle journée d'été. Puis tout le monde a entendu le POW! Tout le monde arrête, puis c'est comme wow, qu'est-ce qui se passe? Le policier prend Danny Villanova, lui fait une prise de coups, le projette au sol. Les amis de Danny voient cette scène-là, ils sont comme what the fuck? Danny, ce jour-là, est accompagné de son jeune frère, Freddy, 18 ans, s'avance vers le policier en disant wow, 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 wow. Le policier, qui à ce moment-là est en train de faire une prise au cou de Danny Villanova à tel point que sa face est toute rouge et on voit les veines qui sortent. Le policier, avec son autre main qui est libre, sort son pistolet automatique, tire 2 balles sur Freddy Villanova. Les balles rentrent par le côté, sur la poitrine. Il aurait pu manquer très facilement, les balles seraient rentrées dans le pack qui était bon déjà. Ensuite, tire sur le meilleur ami de Freddy Villanova, Denis Huméas. Denis Huméas est atteint à l'épaule droite. Ensuite, tire sur Jeffrey Sagard-Metellus, un autre ami proche de Freddy Villanova. La balle se loge dans le dos, à quelques millimètres près de la colonne vertébrale. Ensuite, Jean-Loup Lapointe pointe son arme à feu en direction de Hewwood Anthony Clavasquin, en direction de Jonathan Senatus, qui lui est resté dans le véhicule tout le long, il était au téléphone avec sa copine, pointe son arme sur la cousine de Freddy Villanova. Et c'est comme ça que Freddy Villanova est décédé durant une intervention policière, de façon tout à fait gratuite. Et le lendemain, à Montréal-Nord, il y a eu, certains diront une émeute, moi je vais vous dire que c'est plus un soulèvement populaire, ce qui est survenu. Parce que non seulement les gens en colère qui sont sortis ont brûlé des voitures, mais en plus de ça, il y a des gens qui ont tiré sur les policiers. À Montréal-Nord, on n'avait jamais vu ça. C'est pas comme une petite diamant de la Coupe Stanley, ce qui s'est passé. Parce que tous les gens dans le quartier savaient que Freddy Villanova, c'était un jeune tranquille. C'est pas comme un autre de gang comme qui pogne une balle. Okay? Tout le monde l'aimait, ce jeune gars. Et en plus de ça, c'est le même été où tout le monde dans le quartier s'est fait écœurer par l'espoir des Kids. Okay? Il y a comme un ras-le-bol qui s'est exprimé ce jour-là. Cet événement-là est directement à l'origine de la décision du gouvernement de créer le Bureau des enquêtes indépendantes. Mais comprenez-moi bien, quand je dis l'événement, je ne parle pas du décès de Freddy Villanova, je parle de l'émeute. L'émeute ou le soulèvement populaire, ça leur a foutu la chienne aux autorités. Ils ont eu peur. Ils se sont dit, il faut qu'on donne un petit nanan à la population pour les endormir. Mais le processus, ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu des éditorialistes, il y a eu des politiciens, il y a eu toutes sortes de gens qui ont dit « Oui, c'est peut-être temps qu'on fasse comme en Ontario, qu'on crée un autre organisme pour enquêter la police sur la police. » Ça a pris beaucoup de temps avant que ça se mette en place.
Entre-temps, il y a eu l'enquête publique du coroner sur les causes et circonstances du décès de Freddy Villanova, à laquelle j'ai moi-même participé, qui a duré 106 jours d'audience. Durant cette enquête publique du coroner-là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que la Sûreté du Québec, ça c'est le corps de police qui a fait l'enquête sur l'intervention du SPVM du 9 août 2008, on apprend que la Sûreté du Québec a traité les jeunes survivants de l'intervention policière, ils les ont traités comme des suspects. Ils les ont emmenés au poste de police. Ils les ont détenus illégalement. Ils les ont complètement coupés du monde, alors qu'ils étaient complètement traumatisés, en pleurs, en train de trembler pendant des heures de temps. Et pendant ce temps-là, les policiers, Jean-Loup Lapointe, embarquent dans l'ambulance avec sa partenaire Stéphanie Pilote, ne sont aucunement séparés. On leur dit oui, il faut t'écrire un rapport, mais prends ton temps. Comme la policière, ça y a pris 6 jours, Jean-Loup Lapointe, ça y a pris 1 mois à remettre son rapport. Donc, on apprend tout ça en enquête publique du coroner qui s'avère, fort heureusement, très instructive. Et le sergent détective Bruno Duchesne, de la Sûreté du Québec, ça c'était le policier qui était responsable de cette enquête-là. Il se fait cuisiner en contre-interrogatoire. Il se fait questionner comment ça se fait que vous traitez les survivants comme des suspects, puis comment ça se fait que les policiers sont traités aux petits oignons. Expliquez-nous ça. Et là, à un moment donné, Duchesne, qui commençait à être un peu à bout là, de se faire questionner continuellement, il a lâché la fameuse phrase, il dit « Nous, les policiers, on est réputés honnêtes. » Et de cette façon-là, il a rendu, je dirais, un service à la société parce qu'il a confirmé le biais policier de cette enquête-là. L'enquête, ça ne servait pas à élucider un crime, à rendre justice pour Freddy Villanova. Non. Ça, c'est une enquête qui servait à blanchir les policiers. C'est exactement ça qui est survenu. Cette enquête publique-là, donc, amène des munitions aux gens qui disent il est temps de mettre fin au statu quo des enquêtes de la police sur la police. D'autant plus qu'au beau milieu de l'enquête, et là, on est en février 2010, la protectrice du citoyen dépose un rapport dans lequel elle critique très sévèrement la politique ministérielle. Elle dit il faut qu'on fasse main pour mettre fin à tout ça, etc., etc. Le gouvernement, à l'époque, c'est la gang à Jean Charest qui sont au pouvoir. Sans qu'ils doivent répondre à des demandes aussi pressantes que ça, et des demandes qui ne viennent pas juste de militants anti-police, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils aiment nous appeler. Non, c'est la protectrice du citoyen qui met tout son poids, toute sa crédibilité. Ça devient de plus en plus gênant et embêtant pour le gouvernement de ne pas bouger. Alors, le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Robert Dutil, dépose le projet de loi 46, qui est censé répondre à ces attentes-là, mais qui s'avère être une énorme déception parce que, dans le fond, le projet de loi 46, qu'est-ce que ça prévoit? Ça prévoit la création d'un poste, d'une job, dans le fond, un observateur civil, okay, que lui, il va regarder les polices enquêter sur la police, puis là, à la fin, il va comme écrire un petit rapport qui va dire « Oui, j'ai trouvé que c'était impartial, ou que c'était partial, ou comme whatever. » Mais, tu sais, dans le fond, on a tous vu clair qu'il n'y avait aucun changement qui était apporté, et la protectrice du citoyen elle-même a été très critique. Elle a dit « Ce projet de loi, c'est un gaspillage de fonds publics, je n'appuie pas ça, etc., etc. » Donc, année suivante, le Parti québécois remporte les élections et on a un gouvernement minoritaire à Québec. Et le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Stéphane Bergeron, dépose le projet de loi 12 prévoyant la création d'un bureau des enquêtes indépendant, finalement. Et là, ce sont les syndicats policiers, la fraternité, etc., qui sont en furie, qui se lancent dans une campagne de communication auprès du public pour dire « ça n'a aucun mot du bon sens, les civils sont incapables d'enquêter, il y a juste les policiers qui sont capables, ils doivent avoir ça dans leur ADN ou dans leur sang ou comme je ne sais pas quoi. » Donc, moi et d'autres, et quand je dis d'autres, c'est la Ligue des droits et libertés, et ainsi de suite, nous, on décide, en voyant l'opposition du lobby policier, en voyant
comment que les civils ont été traités comme moins que rien lors de l'enquête sur le décès de Freddy Villanova. On va appuyer cette idée d'un bureau des enquêtes indépendantes. On a participé, moi j'ai participé aux consultations à la commission parlementaire sur le projet de loi 12. J'ai déposé un mémoire de plus de 500 pages. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans mon mémoire, j'ai mis une annexe où j'ai fait un gros historique sur l'expérience ontarienne. Hein? En Ontario, je vous l'ai dit, c'est depuis 1990 qu'au Special Investigation Unit, je me suis dit, il faut qu'on apprenne de l'Ontario. On arrive 23 ans en retard, il faut qu'on tire des leçons d'expérience ontarienne. Je pense que j'avais beaucoup d'illusions. Lorsqu'il y a eu cette fameuse commission parlementaire-là, les policiers étaient tellement furieux que le président de la fraternité des policiers de la Ville de Québec est allé dire aux parlementaires la chose suivante. Il a dit, nous, là, les policiers, on est tellement désabusés que si jamais un jour, il y a une autre fusillade à l'Assemblée nationale, hein, vous vous rappelez, il y a eu une fusillade à l'Assemblée nationale, le caporal Denis Lortie, en 1984, qui rentrait dans l'Assemblée nationale, il voulait abattre tout le gouvernement complet. Donc, en mars 2013, on a le président de la fraternité des policiers de la Ville de Québec qui dit « Nous, les policiers, on est tellement démotivés par votre projet de loi et par votre idée de créer un BEI qu'on va peut-être appliquer le syndrome Forget It, Drive On, FIDO. Hein? On va peut-être comme juste passer tout droit et laisser comme le fou furieux tout vous abattre dans l'Assemblée nationale. » Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont dit, les parlementaires? Est-ce qu'ils ont dit « Est-ce que vous êtes en train de nous menacer? » Non, non, ils sont juste fermés la gueule. Et oui, c'est ça. Et c'est une histoire vraie. J'aime beaucoup raconter cette anecdote-là. J'aime beaucoup. Je trouve que ça démontre tellement la lâcheté des parlementaires de l'Assemblée nationale. Maintenant, le ministre Bergeron, il a réussi à amadouer les syndicats policiers. Il leur a dit, non, inquiétez-vous pas, le BEI, là, regardez, on va prendre des policiers retraités. OK, on va prendre le policier, ça fait 30 ans qu'il est dans la police, puis le lendemain, on lui donne un nouveau chapeau qui est un enquêteur indépendant. On ne donnera pas beaucoup d'argent au BEI. OK, ils n'auront pas beaucoup de moyens. Ils n'auront tellement pas beaucoup de moyens qu'ils auront besoin de la Sûreté du Québec, ils auront besoin du service de police de la Ville de Montréal pour accomplir certains aspects techniques. Des soi-disant enquêtes indépendantes. Par exemple, les reconstitutionnistes, quand il y a une poursuite policière qui se termine en accident de la route, il y a des policiers que leur rôle, c'est les reconstitutionnistes, donc le nom le dit, donc reconstituer les circonstances de l'événement. Ça, c'est des policiers de la Sûreté du Québec et du SPVM qui font ça dans le cadre des enquêtes du BEI. Donc, dans le fond, le ministre Bergeron, il a réussi à convaincre le lobby policier que, dans le fond, le BEI, ça ne fera pas de mal à une mouche, ça ne fera surtout pas de mal à un policier, ce ne sera même pas réellement indépendant. On va mettre des anciennes polices, regardez-le, énervez-vous pas avec ça. Et on a eu ce BEI, n'est-ce pas? Le projet de loi 12 a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Tous les partis ont voté pour l'adoption du projet de loi 12, le 12 mai 2013. Et là, on attend le BEI. C'est 2014, toujours pas de BEI. 2015, toujours pas de BEI. 2016, une autre baveur policière à Montréal-Nord, Bonnie Jean-Pierre, reçoit une balle de plastique à travers la tête. Encore des voitures qui brûlent. Et là, les gens et les éditorialistes, entre autres, sont là et ils se disent, il est où le BEI? Tu sais? Ben, le BEI finit par montrer sa face le 27 juin 2016. Donc ça, c'est le jour où le BEI est opérationnel après 3 années de retard. Le BEI, là, présentement, OK, il y a 4 mandats. OK? Je vais vous expliquer un peu c'est quoi la mécanique du BEI. Okay? Ce qui est le plus connu, c'est les enquêtes soi-disant indépendantes qui n'ont d'indépendance que le nom. C'est-à-dire que lorsqu'un citoyen perd la vie ou subit une blessure grave ou une blessure par balle, le BEI doit enquêter sur l'événement.
C'est le premier mandat. Le second mandat, c'est que le ministre de la Sécurité publique peut confier au BEI n'importe quelle enquête qu'il veut. Donc, vous voyez, le BEI, c'est un peu le jouet là, du gouvernement, d'une certaine façon. Donc, quand il y a eu les histoires de fuite à l'UPAC, le gouvernement a demandé d'enquêter sur les fuites à l'UPAC et ça a donné lieu à une enquête qui a coûté des millions de dollars et qui a comme strictement rien donné. Ça, c'est le deuxième mandat. Maintenant, le troisième mandat survient. Vous vous rappelez sans doute de la crise à Val-d'Or qui a éclaté lorsque des femmes des Premières Nations ont dénoncé les abus qu'elles ont subis aux mains de la Sûreté du Québec, incluant les abus sexuels. On a appris ça par un reportage de l'émission Enquête à Radio-Canada lorsque les victimes, les survivantes, ont décidé de prendre la parole. Ça l'a brassé beaucoup de choses et ça l'a convaincu le gouvernement qu'il faut ajouter un autre mandat au BEI, c'est-à-dire que le BEI, désormais, depuis octobre 2016, si ma mémoire est bonne, a le mandat d'enquêter sur les crimes sexuels qui sont commis par des policiers sur leurs heures de travail. Hein? Et finalement, le dernier mandat qui a été ajouté, ça c'est en octobre 2018, permet au BEI d'enquêter sur les allégations d'infractions criminelles commises par un policier à l'endroit d'une personne des Premières Nations. Okay. Ça, ils ont ajouté ce mandat-là, puis ils n'ont même pas modifié la loi. Donc, ce qu'on constate, c'est que l'historique de la construction des différents mandats du BEI, ce n'est pas le gouvernement qui a vraiment une vision claire, mais c'est plus un gouvernement qui répond à des situations, à des crises et ainsi de suite, qui répond donc, qui essaie de satisfaire l'opinion publique et ainsi de suite. Le Bureau des enquêtes indépendantes, en date d'aujourd'hui, a entamé 484 enquêtes soi-disant indépendantes. Okay. Là-dessus, 420 enquêtes sont terminées. Là-dessus, 3 policiers ont été accusés, 3 policiers sur 420 dossiers, ce qui donne une moyenne statistique de 0,62%. J'ai checké les stats tantôt, c'est pour ça que je m'en rappelle. Okay? Sur les 3 accusations, on a quoi? On a une charge de voie de fait contre l'agent Danny Poliquin pour un événement qui est survenu à Saint-Cyril de Wendover. Ça a été filmé. Il avait son genou sur le cou du gars. Heureusement, il l'a gardé moins longtemps que dans le cas de George Floyd, mais pareil, il y avait des images vidéo. Le policier a été accusé et par la suite acquitté au terme d'un procès. Les 2 autres accusations, c'est même pas des accusations criminelles, c'est des accusations en vertu du Code de la sécurité routière passible d'une amende de 2 000 $ pour avoir utilisé un véhicule routier de façon à mettre en péril la sécurité du public. Si ça avait été un civil qui aurait été au volant, ça aurait été des charges aux criminels. Moi, je suis convaincu de ça. Donc, ça, c'est les 3 petites accusations qui ont été déposées suite à une enquête soi-disant indépendante. Mais il y a plus. Comme je vous disais, le BEI a 4 mandats au complet. Moi, je peux vous dire, parce qu'il y a encore, puis je vais le dire parce qu'il y a encore beaucoup de gens il n'y a jamais eu de policier qui a été enquêté, qui a été condamné suite à une enquête du BEI. C'est faux. C'est faux, ça. Okay? Il y en a eu 5 policiers. Je tiens à le dire, je tiens à le souligner parce que c'est pas vrai que la police gagne tout le temps dans la vie. Okay? Des fois, la police, ils perdent devant leurs propres tribunaux. Donc, on a 5 cas où les policiers ont été condamnés suite à une enquête du BEI, dont 3 sur 5, c'est des policiers du Nunavik, dans le nord du Québec. Ceux qui passent leur temps à martyriser la population inuit. 3 sur 5, sont 12 000 dans le nord du Québec. Samuel Ducharme, ancien porte-parole du service de police de la ville de Sherbrooke, condamné pour agression sexuelle. Il en fait partie. Il y a même un policier qui a été envoyé au pénitencier pour 7 ans de pénitencier pour des crimes sexuels absolument atroces. Donc ça, ce sont les très rares condamnations
qui ont suivi une enquête du BEI. Depuis que le BEI est opérationnel, donc depuis le 27 juin 2016, je peux vous dire que pas moins de 68 personnes ont été tuées par la police au Québec. Aucune accusation. Zéro. Et ça, c'est un gros problème. Il y a beaucoup de problèmes avec le BEI et je regrette beaucoup d'avoir milité pour la création d'un BEI. Le BEI, son nom même est un mensonge. Enquête indépendante. Indépendante, mon cul, tabarnak. Enquête indépendante. Premièrement, regardez. La loi prévoit que le déclenchement d'une enquête soi-disant indépendante se fait lorsque le directeur du corps policier impliqué communique avec le BEI pour lui signaler qu'un citoyen a subi une blessure grave ou est décédé, et ainsi de suite. Donc, la loi est faite de façon à ce que le BEI dépend du corps de police impliqué pour déclencher son enquête. Alors, quand ils se pognent le peigne, là, comme qu'ils l'ont fait, hein, après que Nouran Rezaï a été abattu, qui ont pris plus qu'1 heure 30 là, avant de déclencher l'enquête, ça, c'est une première chose. L'autre chose, quand le BEI déclenche son enquête, il émet un communiqué de presse pour dire on a déclenché une enquête par rapport à l'événement qui est survenu à tel endroit, à telle date. Tout ce qui est écrit dans le communiqué du BEI, ça vient de qui? D'où viennent les informations? Qui fournit les informations au BEI? Le corps de police impliqué. Okay? Donc, le BEI est dépendant du corps de police impliqué pour trouver les informations qu'il va mettre dans son communiqué de presse. Vous voyez? Il y a aussi le fait que il y a de nombreux, à une certaine époque, la majorité des enquêteurs au BEI, hein, les enquêteurs au BEI sont 39 actuellement. Actuellement, il y en a 20 sur 39 qui n'ont jamais été agents de la paix. Okay? Mais ce que je tiens à vous souligner ici, c'est pas tant. Ce qui est important, c'est pas tant les nombres, même si je vous l'ai dit pareil, mais ce qui est important, c'est qui c'est qui run vraiment le show au BEI. Okay? Est-ce que c'est les civils qui n'ont jamais été policiers et qui se prennent une belle petite job au BEI? Ou est-ce que c'est les vétérans de la police qui ont comme, tu sais, 20 ans, 25 ans, 30 ans de carrière dans la police, puis que là, ils décident d'appliquer au BEI, puis que là, ils ont la job? Joanie Caplette-Beauregard a produit un mémoire de maîtrise il y a 2 ans. Okay? N'importe qui, là, vous pouvez aller sur Google, vous ramasser ce mémoire-là. C'est très, très, très révélateur. Et Joanie Beauregard-Caplette, là, c'est pas une militante de la CRAP. Okay? C'est une employée du BEI. Okay? Et ce qu'elle a écrit dans son mémoire, là, moi je disais ça, j'étais comme, c'est de la bombe, okay, cette mémoire-là, parce qu'elle écrit noir sur blanc que dans le BEI, c'est la culture policière qui domine. Okay? Donc, les policiers, là, tu sais, quand ils font une réunion autour de la table, là, les enquêteurs du BEI, là, tu sais, ceux qui sont des anciennes polices, c'est eux autres qui ont le plus de poids quand ils parlent. Okay? Ceux qui sont dans des postes de responsabilité dans le BEI, là, les superviseurs, c'est des anciennes polices. Okay? Ceux on lit aussi dans le mémoire de maîtrise que ceux qui font la plupart du temps des entrevues auprès des témoins, c'est des anciennes polices. On ne laisse pas aux enquêteurs civils qui n'ont jamais été policiers, on ne leur laisse pas l'opportunité d'apprendre pour que les enquêtes restent sous contrôle de la police. Et ils ont tellement importé les cultures policières à l'intérieur du BEI qu'ils ont même importé leur propre chicane. Hein? Tu sais, ceux qui pensent que les polices sont toutes solidaires entre eux, ça c'est un autre mythe, ça c'est d'autres bullshit. La chicane entre le SPVM puis la SQ. Au début, le BEI, c'était surtout des anciens policiers du SPVM qui se pognaient des jobs dans le BEI. Fait que là, c'était la culture du SPVM qui s'importait, qui s'implantait dans le BEI. Et là, depuis quelque temps, c'est des anciens de la Sûreté du Québec qui ont pris le dessus. Fait que là, c'est la culture de la Sûreté du Québec qui est dans le BEI, et les anciens du SPVM, ben, ils sont pas contents de ça. Okay? Ça vous donne une petite idée. Le BEI se prétend être impartial.
Et ça, c'est un des plus gros mensonges qu'il n'y a pas. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, le BEI a été condamné par les tribunaux. Okay? Un jugement de la Cour du Québec et ensuite un jugement de la Cour d'appel du Québec a confirmé le premier jugement, qui dit que le BEI a publié un communiqué biaisé en faveur de la police au sujet de l'intervention du SPVM qui a coûté la vie à Corey Kevin Chelik, 28 ans, battu à mort sous les yeux de ses parents à l'île Bizarre le 6 mars 2017. Les parents ont été témoins de l'intervention policière, ils ont tout vu, et lorsque le BEI a envoyé un communiqué 2 ans plus tard pour dire voici les faits saillants qui sont ressortis de notre enquête, bien, tout ce qu'on lisait dans le communiqué, c'était la version des policiers, comme si les parents avaient jamais existé, comme s'ils n'avaient jamais été là, alors que Caesar et June, qui sont respectivement père et mère de Corey, ont tous les deux collaboré avec l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes. Et la fameuse transparence, ça aussi c'est une des plus grosses arnaques. On a essayé de nous vendre le BEI en nous disant « Oui, mais ça va être plus transparent. Ça va être plus transparent. » C'est ceux qui disent ça, c'est le monde qui n'ont jamais fait de demande d'accès à l'information au Bureau des enquêtes indépendantes. Okay? Le BEI a importé la culture d'opacité qu'on retrouve dans les corps policiers. Il l'a mis en place au niveau du Bureau des enquêtes indépendantes. Et moi, je vous dis, si on fait une comparaison entre le BEI qu'on a au Québec et les autres organismes équivalents qu'on a dans le reste du Canada, parce que là, en ce moment, là, toutes les provinces du Canada ont toutes un équivalent du BEI, sauf l'île du Prince-Édouard, sauf les territoires, là, Nunavik, Yukon, puis les territoires du Nord. Bon. Mais sinon, toutes les provinces sauf une. Et la pratique dans toutes les provinces, c'est que quand que l'organisme équivalent au BEI termine une enquête, ils vont mettre en ligne sur leur site web un résumé anonymisé, donc on ne trouve pas de nom, mais un résumé exhaustif du rapport d'enquête. Et là, on apprend différentes choses. On a des rapports qui, des rapports, des fois ça peut être 6 pages, des fois ça peut être 12 pages, des fois ça peut être 20 pages, mais ça battra toujours les espèces de petits communiqués du DPCP. Je ne sais pas si vous avez vu le communiqué du DPCP sur le décès de Absai Cruz, 29 ans, survenu le 30 mars l'année dernière à Montréal. Le DPCP a envoyé un communiqué pour dire « On n'accusera pas les policiers » et la description de ce qui s'est passé, c'est en un seul paragraphe. Le DPCP vient nous dire que les policiers ont utilisé une force minimale et raisonnable sans même expliquer qu'est-ce que les policiers ont fait au juste. 11 témoins ont été rencontrés par le Bureau des enquêtes indépendantes. Elle est où, la version des 11 témoins? Dans le communiqué du BEI, on n'en trouve nulle trace. Pour ceux qui ont suivi cette histoire-là, on se rappellera qu'il y a des voisins qui ont filmé l'intervention policière. Quand les policiers là, se mettent à je ne sais pas trop combien sur le pauvre père de famille, il y a des voisins qui ont filmé ça. Ces images-là se sont retrouvées sur ces réseaux sociaux. Pensez-vous que ces gens-là qui ont pris la peine de filmer et de diffuser les images trouvaient que les policiers avaient fait preuve d'une force minimale et raisonnable? Bien sûr que non. Alors, encore une fois, on occulte la version des civils pour donner toute la place à la version policière pour blanchir plus blanc que blanc ces policiers qui ont tant de sang sur les mains. C'est ça le gros scandale. Et c'est même pas fini. C'est même pas fini. Les policiers, ils sont allés devant les tribunaux supérieurs pour essayer d'affaiblir le Bureau des enquêtes indépendantes. Ils ont déposé des requêtes devant la Cour supérieure et ils ont plaidé que les pauvres policiers
Ils sont brimés dans leurs droits constitutionnels parce qu'ils doivent rendre des comptes au BEI, parce que le règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes prévoit que les policiers impliqués et témoins qui sont dans un événement enquêté sur le BEI, le règlement prévoit qu'ils doivent remettre un compte-rendu exhaustif, écrit de façon indépendante. Ils doivent remettre ça au BEI. Les avocats des policiers ont dit « Non, ça brime, le droit au silence ». Ils ont réussi à convaincre le juge, Marc Saint-Pierre, de la Cour supérieure, d'invalider cette obligation réglementaire. Et cette décision-là, rendue au printemps 2022, a été maintenue en appel à l'unanimité par la Cour d'appel du Québec. Et là, on est 2 ans plus tard, en 2024. Ce qui fait en sorte que, désormais, depuis l'été 2024, le BEI n'a plus accès à la version des faits du policier impliqué dans l'événement. Okay? Ils n'ont plus accès à ça, le BEI. Maintenant, repensons à la tragédie, au décès de jeune Nourane Rezaï, 15 ans, abattu dimanche après-midi dans un quartier tranquille à Longueuil, même pas d'armes dans les mains. Là, on a eu toutes sortes de pseudo-experts en affaires policières qui sont eux-mêmes d'ex-policiers, comme Stéphane Wall, pour ne pas le nommer, qui sont allés devant les médias, parce que Stéphane Wall est invité à Radio-Canada, à Cube Radio, à Comaïa, toutes les tribunes qu'il veut. Et donc, Stéphane Wall est allé dire à l'opinion publique, inquiétez-vous pas, lorsque le BEI va avoir terminé son enquête, on va connaître les raisons pour lesquelles le policier a tué cette jeune adolescent-là. Mais non. Mais non. Non, parce que les tribunaux supérieurs ont décidé que le policier impliqué n'a pas à remettre sa version des faits. Et il y a une autre chose aussi, c'est que le gouvernement du Québec, avec le projet de loi 14 déposé en 2023, permet au BEI de ne pas terminer ses enquêtes au complet. Okay? Ils ont modifié la loi pour dire que, ben, écoutez, BEI, lorsque vous commencez une enquête et vous vous dites, bah, dans le fond, les policiers, ils n'ont rien à voir dans le décès de cette personne-là, ça ne sert à rien de faire cette enquête-là. On met fin à l'enquête au bout de 2-3 semaines, si on est convaincu que la confiance du public ne sera pas gravement compromise. La confiance du public peut être compromise, mais pas gravement. Hein? C'est ce que dit l'article 289.1.1, la loi sur la police, vous pouvez vérifier si vous croyez. Donc, on a un BEI qui émet des communiqués dans lesquels il dit « Bon, ben, on a commencé notre enquête, puis finalement, on trouve que ça vaut même pas la peine d'aller jusqu'au bout, puis on n'a même pas la version du policier impliqué. Hein? » Donc ça, c'est une façon pour eux de fermer les dossiers. Ça, ils sont très bons là-dedans pour fermer des dossiers. Le BEI, tu sais, on en a parlé tout à l'heure, il y a la mairesse de Longueuil qui a demandé une enquête administrative sur les manquements qui ont été observés dans le cadre de l'intervention policière qui a été au jeune Nourane Rezaï. Mais moi, écoutez, moi, je vais vous dire de quoi, OK? Des manquements, là, OK, ça fait des années qu'il y en a. Okay? Ça fait des années que, par exemple, les corps de police impliqués vont se traîner les pieds avant d'informer le BEI. Puis là, ils gagnent du temps pendant ce temps-là. Ils ont le contrôle de la scène, ils ont le contrôle des témoins, ils peuvent contrôler toutes sortes de choses, ils peuvent tirer toutes sortes de ficelles. Ça fait des années que des policiers ne respectent pas les obligations prévues au règlement sur le déroulement des enquêtes indépendantes. À chaque fois, le BEI est supposé, je dis supposé parce qu'il ne le fait pas tout le temps, à chaque fois, le BEI est censé envoyer une lettre
lorsqu'il a connaissance d'un manquement, il envoie une lettre au directeur du corps de police appliqué pour dire non, 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 tes petites polices, ils n'ont pas respecté l'article 2 ou l'article je ne sais pas trop. La loi sur la police, okay, l'obligation d'aviser le BEI sans délai. Okay, ça, c'est dans la loi sur la police. Ça, c'est une infraction passible d'une amende entre 500 et 10 000 $. Combien de directeurs de police vous pensez qui ont reçu une telle amende? Combien de policiers qui ont été condamnés en déontologie parce qu'ils n'ont pas respecté les obligations prévues dans le règlement? Je vais vous dire, moi, la réponse, c'est 0. Okay? Puis je le sais parce que j'en ai fait des plaintes. J'en ai fait des plaintes en déontologie. Je vois la lettre de la directrice du Bureau des enquêtes indépendantes. C'est écrit noir sur blanc. Ils n'ont pas respecté leurs obligations légales. C'est même pas moi qui le dis, c'est le BEI. Je donne ça à la déontologie policière. La déontologie policière trouve une façon de dire non, non. Donc, le BEI, il y a plein de problèmes avec ça. Et oui, donc, il va y avoir une enquête administrative éventuellement sur les manquements qui ont été observés dans le cadre de la tragédie qui a coûté la vie à Nourane Rezaï. L'enquête administrative, il faut savoir une chose, la loi prévoit que le rapport d'enquête administrative ne peut pas sanctionner, ne peut pas blâmer qui que ce soit. Hein? Donc, demandez-vous pourquoi que Yann Lafrenière, qui est lui-même un ancien de police, a tout de suite dit oui lorsque la mairesse de Longueuil lui a demandé de tenir une enquête administrative. Aucun danger pour les policiers. Maintenant, il y a des familles qui ont pris la parole et qui demandent à ce que cette enquête-là aille au-delà de ce qui s'est passé à Longueuil, parce qu'on observe des problèmes systémiques au sein du BEI. Et il serait temps que quelqu'un s'intéresse à ça. Maintenant, est-ce que cette personne-là, c'est vraiment Yann Lafrenière? Yann Lafrenière, qui est on the record, il a osé dire, Yann Lafrenière, que le BEI, c'était le meilleur système. Mais oui, c'est sûr, le meilleur système pour toi, pour toutes tes polices. C'est pas le meilleur système pour les victimes, loin de là. Les victimes, ils n'en ont pas de justice. Non seulement ça, mais en plus, le BEI, là, déjà, tu es une victime, déjà, tu as un être cher qui est disparu aux mains de la police, déjà, tu souffres à cause de ça, et le BEI multiplie les souffrances de ces gens-là. Moi, c'est ça qui me choque. Ça me choque tellement. Je vous ai parlé du BEI. Il faut aussi s'attarder au directeur des poursuites criminelles et pénales. Okay? Dans cette histoire-là, il faut retenir une chose. C'est pas le BEI qui décide si des accusations doivent être portées ou pas. C'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Eux autres, le DPCP, comme les intimes peuvent les appeler, travaillent main dans la main avec la police. Okay? Ils font partie de la même famille. Ils partagent le même lit. OK? Si vous dire à quel point ils sont proches, mais ça, c'est une image, évidemment, mais je veux dire, juste pour vous donner un exemple, OK? Le DPCP, ils ont des politiques internes, mais qui sont accessibles via la magie du web, dans laquelle il est question de la procédure qui se met en place lorsqu'il y a un bureau, lorsqu'il y a un dossier d'enquête du BEI, là, ils reçoivent un dossier d'enquête du BEI, puis ils doivent examiner le dossier pour décider ce qu'on porte des accusations ou pas. À ce moment-là, le DPCP, ils vont s'efforcer de trouver un procureur qui n'a jamais eu lien avec les policiers qui sont visés par l'enquête du BEI. Puis ils vont essayer, dans le plupart des cas, même d'aller chercher un procureur qui est dans un autre district judiciaire, juste pour garantir une certaine distance institutionnelle. Ça, là,
c'est le même pattern que quand la police enquêtait sur la police. Okay? Ça, là, on appelle ça rire du monde. Okay? Le DPCP, là, c'est eux autres qui décident s'ils peuvent imposer des amendes allant de 500 à 10 000 lorsque les policiers, par exemple, se traînent les pieds pour avertir le BI. Il n'y en a eu aucune amende jusqu'à présent, alors qu'on a plusieurs lettres qui font état de manquement. Bon, là, ça fait un bout que je parle, j'ai soif. Là, il me reste combien de temps? 15? Il faut pas se laisser endormir. Il faut pas se laisser endormir par ça. Moi, je vous le dis, là, moi, j'ai milité pour un BEI. Je me suis fait fourrer d'aplomb. On s'est tous fait fourrer d'aplomb. Ce BEI-là, là, je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça. Je ne sais même pas s'il y a vraiment de quoi faire avec ça. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est que lorsque il y a des familles de victimes qui entrent en contact avec moi et qui veulent du support, moi, c'est ça mon rôle, okay? De leur donner du support. Les familles des victimes, okay, et puis ça a été très bien expliqué plus tôt, ils sont laissés dans l'obscurité. Juste pour avoir accès à l'information, le BEI leur explique rien. Souvent, c'est moi, okay, quand des familles me contactent, je leur dis, OK, tu vas avoir accès à telle information. Passe pas par l'accès à l'information. Des fois, je suis obligé de dire ça, parce que l'accès à l'information, ça, c'est un autre problème. Très bon pour protéger les secrets des policiers. Ça, faut leur accorder ça. Mais pour moi, mon militantisme, c'est beaucoup plus ça, d'être en support, plutôt que, je veux dire, le BEI. Regardez, on va voir ce qui va arriver aux prochaines élections, mais rappelez-vous, c'est le Parti québécois, là, c'est eux autres qui mènent les sondages, c'est peut-être eux autres, le prochain gouvernement, c'est eux autres qui ont créé cette espèce de patente-là de BEI. Moi, avec la Ligue des droits et libertés, on a travaillé pendant toute l'année 2019 à faire un rapport qui était un contre-bilan des 3 premières années du Bureau des enquêtes indépendantes. Okay? Le Bureau des enquêtes indépendantes, ils ont sorti leur propre bilan. Nous autres, on s'est dit, on va sortir notre propre bilan, un bilan critique. On a bossé là-dessus comme des hosties de malades. Quand on a eu terminé et qu'on avait de quoi à présenter, on a convoqué les médias. On avait un journaliste qui avait fait le déplacement. Il était où tout le monde? Le monde qu'en 2008, puis en 2009, puis en 2010, il était là. Oui, ça prend un BEI, ça prend. Ils sont où tout ce monde-là?